Ce robot est l'un des derniers investissements de Daher, l'équipementier aéronautique, dans son usine de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Une machine à draper qui permet de déposer en grande quantité de la fibre de carbone et que découvre ici Emmanuel Macron. Il faut à peu près 24 heures de drapage pour arriver à faire un élément, un panneau. Sachant qu'il y a 4 panneaux par avion et si on devait le faire à la main, on y passerait quasiment 4 fois plus de temps. C'est pour ce genre d'innovation qu'Emmanuel Macron a choisi Daher comme vitrine de son industrie du futur. Et ne lui dites pas que les robots sont destructeurs d'emplois. Non, le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi. Ça, c'est une vieille lubie et une fausse idée. Oui, l'investissement est l'ami de l'industrie. Et l'investissement permet l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Investissement, formation, ce sont les 2 piliers de cette industrie du futur. Ce sont les 2 piliers de la réussite industrielle française. Pendant la crise économique, le groupe Daher a investi plus de 350 millions d'euros et compte aujourd'hui 12 sites industriels, dont 3 en Loire-Atlantique et 1 en Sarthe. On avait 0 salariés en région Pays de Loire en 2003. On est aujourd'hui 1700. Donc cet investissement, il est non seulement financé, mais il est surtout sur les hommes et les femmes. On a formé 1 salarié sur 2 chez Daher l'année dernière. 4000 personnes ont été formées, 85 000 heures de formation. C'est ça aussi l'industrie du futur. Ça ne marcherait pas si les compétences n'évoluaient pas pour être au bon niveau. On n'aurait pas fait ces investissements, l'emploi ne serait plus en France, il ne serait plus à Nantes. Il serait quelque part en pays dit à bas coût de main-d'œuvre, parce que la compétitivité, si ce n'est que sur du manuel, on n'est pas aujourd'hui compétitif par rapport aux pays du Maghreb, aux pays d'Asie. Les entreprises qui oseront la modernisation, l'État promet de les accompagner sous forme d'avantages fiscaux ou de prêts à hauteur de 3,4 milliards d'euros. Voici les tout premiers embryons d'éoliennes Alstom, un puzzle gigantesque face auquel les ouvriers doivent encore se former. On voit les opérateurs qui sont en cours de formation, qui sont en train d'assembler, d'intégrer ce qu'on appelle un hydro. Donc c'est une centrale de refroidissement de la partie active du générateur. Dans cette usine, Alstom promettait 300 emplois. Ils ne sont qu'une vingtaine pour l'instant, car le constructeur n'a que 6 commandes fermes, l'une pour le Danemark, les 5 autres pour la côte est des États-Unis. La première machine, la première nacelle sortira de l'usine pour être livrée sur le premier projet en fin d'année, donc à peu près vers la mi-décembre. Et on doit avoir fini et livré les 5 machines pour le projet américain pour fin avril 2016. Et puis ensuite, il va falloir qu'on continue à travailler commercialement pour voir si on est capable de remplir la période entre la fin de ces projets-là et puis le début des premiers champs français avec EDF. Le marché des champs éoliens français, c'est précisément ce qui a motivé Alstom à se lancer dans l'aventure. Un marché presque acquis, mais tant que les enquêtes publiques ne sont pas achevées, la prudence est de mise. En cas de vent favorable, Alstom pourra construire ici 100 machines par an, une toutes les 60 heures. C'est 1923, donc tout doit être d'époque. On ne peut pas tricher avec ça. Donc il faut les voitures d'époque, les costumes d'époque, les accessoires d'époque, tout est d'époque. Il faut trouver les immeubles d'époque, il ne faut pas qu'il y ait des trucs modernes qui polluent l'image. Et à partir de là, une fois qu'on a tout rassemblé, on tourne, et puis c'est bon. Mais c'est compliqué. Vous allez tout droit et vous vous arrêtez une fois que vous avez dépassé les voitures là-bas, vous n'êtes plus dans le champ et vous ferez demi-tour. Je suis accessoiriste, donc je m'occupe de donner vie à l'image en faisant tous les petits détails de mater les voitures, qu'il y ait de la poussière, donner les accessoires aux figurants, parapluies, cannes et tout ce qui va donner la petite vie en dehors du gros décor, quoi. Un film d'époque, oui, il n'y a pas mieux. Oui. Au départ, j'étais un passant, et puis après, on m'a dit tu seras marchand de légumes, alors me voilà habillé comme un marchand de légumes des 1900, quoi. C'est une sorte de promotion en fait. C'est ça. Je sais pas, parce que j'étais assez habillé un peu classe, et puis là je suis un peu descendu. Je suis un peu un mec de la rue, quoi. Je suis comédienne professionnelle et du coup effectivement ça fait un cachet. Donc c'est agréable aussi de participer à un projet de film en costume d'époque, c'est super chouette.
Monsieur Hulot guette déjà les touristes sur sa plage, la plage de Saint-Mars-sur-Mer qui va voir apparaître un grand pavillon bleu, preuve de la qualité de l'eau et de la propreté des plages à Saint-Nazaire. La cité des chantiers navals attendait cette récompense pour prouver sa métamorphose. Rappelez-vous, il y a encore 5 ans, qui aurait imaginé de voir autant notre front de mer autant fréquenté? Nous allons continuer la séquence du front de mer, séquence numéro 3 avec la place du Commando. Nous avons un projet, nous sommes en phase d'études et elles sont plutôt bonnes, les premiers retours que nous avons, pour la création d'un port de plaisance urbain dans la ville. Donc nous sommes une ville et non pas une station balnéaire, mais une ville en bord de mer, ce qui est un atout exceptionnel. Saint-Nazaire est la 8e ville de Loire-Atlantique à bénéficier de ce label européen après Pornic, Saint-Brévin ou encore la Turballe où le pavillon bleu flotte depuis 25 ans et impose des investissements réguliers. C'est pas de plastique, c'est pas de déchets, c'est du tri sélectif, enfin c'est beaucoup de choses pour accueillir les touristes. Un exemple, cette année nous allons ouvrir un 4e poste de secours sur la plage de la Turballe, c'est 14 maîtres nageurs, c'est 70 000 € de fonctionnement cette année que nous allons mettre pour accueillir nos touristes. Selon un récent sondage, une majorité de Français connaissent ce pavillon bleu et affirment être influencés par ce label pour choisir leur destination de vacances. 4238 places assises, salle d'échauffement, espace de réception, boutique. Avec cette nouvelle salle, la métropole se dote d'un nouvel équipement sportif dernier cri. Un bâtiment prévu sur 3 niveaux, fait de métal, de bois et de verre, résolument moderne. C'est une salle de sport qui ne ressemble pas à une salle de sport. Ça fait un objet architectural intéressant, quoi. C'est un peu une sculpture, c'est un peu une salle un peu abstraite. Petit bémol, le stationnement. Pas ou peu de places sont prévues à proximité de la salle. Nantes Métropole mène actuellement une étude sur le sujet et travaille notamment sur la programmation horaire des matchs. L'objectif, c'est de pas venir en voiture dans cet équipement, mais c'est d'utiliser les transports en commun. On aura aussi la possibilité de venir jusqu'à l'équipement en vélo. Toutes les structures, toutes les infrastructures sont pensées pour éviter d'engorger le quartier de véhicules. La première rencontre qui va se disputer dans cette nouvelle enceinte aura lieu le 14 août. Un match de gala, car l'équipe de France de basket affrontera l'Ukraine en match amical. Elle hébergera ensuite l'équipe du HBC Nantes, dont sa salle officielle, le Palais des Sports de Beaulieu, est en travaux pour 3 ans. Ensuite, comme ça avait été convenu, ça sera le basket qui viendra prendre place sur cet équipement lorsque la rénovation du Palais des Sports de Beaulieu sera achevée. La réalisation de cette nouvelle salle sportive métropolitaine a nécessité 25,7 millions d'euros. Depuis quelques jours, la raffinerie de Donges a des allures de mini-ville. Une cité de métal dont la population s'est accrue de près de 2000 habitants pour la durée de ce grand arrêt 2015. Alors pour accueillir ces équipes, 300 bungalows ont été installés et un véritable restaurant est sorti de terre. Ici, on a fait appel à des commerçants locaux pour servir près de 400 repas par jour, 250 sandwichs. Bref, un sacré défi. On a mis en place une structure, on leur fournit des sandwichs, des barquettes de frites, les fameux américains qu'ils adorent. Et puis pour ceux les plus gourmands, on leur propose des plats chauds. C'est une grosse organisation puisque à côté de ça, on a tous nos commerces respectifs à continuer de faire fonctionner. Donc c'est vrai que faut réussir à pallier, on va dire, aux deux. Mais le grand arrêt, c'est avant tout une grosse machine technique préparée depuis plus de 2 ans par les équipes de la raffinerie. Une grande révision générale qui a nécessité l'arrêt total de la production. On a 62 000 points de contrôle qui vont être réalisés sur l'ensemble des équipements qui composent cette raffinerie. Donc vous voyez un peu l'ampleur. On a monté aussi 3000 tonnes d'échafaudage par exemple, de façon à accéder à ces équipements. Quand vous avez des colonnes de distillation très hautes, qui dépasse parfois les 70 mètres, vous mettez un échafaudage pour aller contrôler cette colonne du haut jusqu'en bas. L'autre défi, c'est de réaliser ces travaux dans une sécurité maximale. On a pour cela donc une centaine de personnes dédiées à contrôler que les opérations se font selon les règles de sécurité qui ont été donc définies. La reprise progressive de l'activité de la raffinerie se fera à partir du 15 juin. Au total, le grand arrêt représente un coût de 92 millions d'euros. Ils étaient les seuls dans le stade d'Amiens samedi soir. Les supporters lensois ont fêté leur victoire sans opposition dans les tribunes. La raison, un arrêté du préfet interdisant la venue des supporters nantais en raison d'un contentieux entre les groupes d'ultra et notamment d'incidents graves l'an dernier à la Beaujoire. Le premier arrêté du genre, il y a quelques semaines, avait inspiré cette vidéo de très mauvais goût des membres de la Brigade Loire se défendant d'être des terroristes. Cette fois, certains supporters ont donc décidé de braver cette interdiction. 16 d'entre eux ont été interpellés par la police. C'est le cas de Théo,
Théo, 21 ans. Avec son cousin, il a tenté d'entrer dans le stade avec son écharpe de supporter sur les épaules. C'est au moment de rentrer dans le stade, ils ont vu nos écharpes et là c'était garde à vue direct. On a proposé d'enlever les écharpes, même de quitter la ville, mais ils n'ont rien voulu entendre. C'était garde à vue, il n'y avait aucune autre possibilité. Il y en a un qui a été arrêté parce qu'il avait une plaque d'immatriculation 44, un autre parce que sur sa carte d'identité il y avait écrit qu'il était né dans le 44. Des situations bien différentes aux yeux des spécialistes du droit qui évoquent une application abusive de l'arrêté préfectoral en fonction des cas. Ceux qui sont venus avec des écharpes, par exemple, aux couleurs du club, ils ont expressément méconnu l'arrêté, c'est certain. En revanche, ceux qui sont venus sans couleur, mais juste avec leur carte d'identité qui marque qu'ils habitent en Loire-Atlantique, ou avec leur plaque d'immatriculation qui affiche 44, ceux-là n'ont pas méconnu l'arrêté. De ce que j'ai lu, il n'y aura pas de poursuite pénale, donc de ce côté-là, ça va s'arrêter là. En revanche, ce qui est fort possible, c'est que sur proposition de la préfecture de la Somme, le préfet de la Loire-Atlantique prenne des mesures d'interdiction administrative de stade contre ses supporters. Et cette démarche pourrait être entreprise dans les tout prochains jours sur la base des rapports de police. Les préfectures de la Somme et de la Loire-Atlantique reconnaissent cette possibilité pour lutter contre le hooliganisme. Les dauphins sont bien traités chez nous, c'est le message que les responsables de Planète Sauvage souhaitent transmettre, alors qu'une association les accuse de mauvais traitements envers les cétacés. Rigueur scientifique, devoir de transmission pédagogique. Pour les soigneurs, tout vient d'un manque de communication. Aujourd'hui, on souhaitait réunir pas mal de gens pour parler du dessous de l'iceberg. Les gens voient une petite partie de notre métier. On a pas mal de programmes où on essaie de montrer ce qu'on fait et les gens adorent ça. Et ça permet de voir exactement tout ce travail pédagogique, scientifique qui est fait et qui apparaît pas forcément. Puis aussi toutes ces compétences, ça je veux vraiment en parler. C'est-à-dire que moi j'ai une équipe qui est formidable avec des gens qui se démènent au quotidien pour leurs animaux et qui savent vraiment de quoi ils parlent. Plusieurs découvertes scientifiques ont eu lieu à Planète Sauvage, notamment grâce à un laboratoire de l'Université de Rennes. Et pourtant, pour les opposants, la communication des parcs animaliers est mensongère. Opposés à la mise en captivité des cétacés, ils souhaitent en informer le public. Les parents souvent ne savent pas trop ce qu'il y a derrière ces parcs-là. On y va pour passer un bon moment, on emmène nos enfants, on pense passer un moment agréable. Mais derrière ces beaux sourires de dauphin, puisqu'il faut savoir qu'il y a un rictus naturel chez le dauphin, qui est morphologique, eh bien, se cachent des conditions de détention effroyables et puis surtout un vrai trafic, un vrai business. Malgré leurs opinions inconciliables, Planète Sauvage invite l'association Cétacés à venir voir et débattre sur les conditions de vie des dauphins avant la manifestation prévue le samedi 6 juin.